bienvenue et merci de votre temps pour ce dernier webinaire de l'année nous concernant. Je suis accompagné aujourd'hui de Manon Jacquet, de Stéphanie Galland, de Vincent Charel et de Rémi Desmarco, donc de la société 4Vision. Et on va vous parler évidemment impression 3D et on va vous parler technologie dépôt de fil. Donc je démarre, bon, je vous représente très rapidement 4Vision, 21 ans, dans plus de 3000 clients, plus de 3000 machines, 80% de notre activité sur la fabrication additive, encore une fois, on va y revenir, mais pas que, également une activité dans le domaine de l'intégration des logiciels, je pense aux logiciels de conception type SolidWorks et aussi les logiciels de pilotage machine, on va y revenir également. Rémi vous montrera ça tout à l'heure. Une autre activité, la partie scanner, où on intègre donc les scanners de la gamme Artec, l'inventeur de la lumière structurée. Et tout ceci se fait depuis donc plus de 20 ans à travers un service de proximité, évidemment de qualité et d'expérience sur ces trois grosses briques. Sur la partie fabrication additive, donc on intègre des solutions polymères telles que le dépôt de fil, on va y revenir, mais pas que, également les résines industrielles. Voilà, on a fait aussi pas mal de webinaires sur le sujet avec l'inventeur de la technologie DLP, Envision Tech, renommé ETEC récemment, et puis également des solutions dans le domaine du métal avec différentes technologies comme le Bounder Depositing ou le Binder Jetting sur les poudres métalliques. Donc, on va se focaliser, comme je vous le disais ce matin, sur la partie dépôt de fil. Alors, le dépôt de fil qu'on appelle FDM, Fuse Depositing Molding, ou FFF, ou voilà, il y a eu plusieurs appellations. Sans vous faire un grand cours d'histoire, c'est quand même l'une des plus vieilles technologies, puisqu'elle a été inventée seulement 1 an et demi après le SLA, donc la stéréolithographie. Donc, ça a été inventé par Scott Crump, qui a monté derrière la société Stratasys et qui a déposé de multiples brevets sur cette technologie. Par un jeu un petit peu malin de brevets liés entre eux, la société Stratasys a réussi à tenir ses brevets pendant de nombreuses années, jusqu'en 2019 où le dernier brevet est tombé dans le domaine public. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses que je vous ai passées sur ce slide. Il y a eu beaucoup de croissance externe de la part de la société Stratasys. Ils ont racheté MakerBot. Quand le domaine de l'impression 3D pour les particuliers, je dirais, est arrivé, puis finalement s'est effondré. Ils ont racheté très récemment, il y a 1 an et demi, 2 ans, la société Ultimaker. Donc voilà, ils ont tendance à avaler leurs concurrents. Mais aujourd'hui, de toute façon, tout ce qui fait la puissance du dépôt de fil, aujourd'hui, est accessible à tout le monde. Pour résumer le dépôt de fil et alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains, aujourd'hui le dépôt de fil, il suffit pas d'extruder un thermoplastique dans un pochoir, on va dire, dans un extrudeur pour que la pièce se monte facilement. Il y a quand même quelques petites choses à savoir, évidemment, il faut un matériel de qualité, un châssis stable, des extrudeurs qui sont capables d'avoir des mouvements de température hyper importants, puisque certains matériaux vont demander une chauffe jusqu'à 500 degrés. Donc, tous ces phénomènes de chauffe et de refroidissement vont créer évidemment de la dilatation sur le matériel. Donc, le matériel de qualité est extrêmement important. Mais surtout, comme vous le savez, la seule chose qui évolue dans le domaine du dépôt de fil depuis 30 ans, c'est surtout les matériaux. Et les matériaux sont de plus en plus techniques, plus résistants mécaniquement, plus résistants thermiquement, plus résistants chimiquement, donc de plus en plus compliqués non seulement à extruder, mais surtout à maintenir. Donc ce qu'il faut bien prendre en considération dans une imprimante dépôt de fil, c'est au-delà de ce que j'ai dit sur la qualité du matériel de base d'extrusion, c'est la thermorégulation de la chambre, puisque plus votre pièce va monter, plus évidemment il va falloir qu'on maintienne la température adéquate de la matière, non pas au niveau de l'extrusion, mais vraiment au niveau du maintien. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Et il ne suffit pas de mettre deux ventilateurs comme ça et advienne que pourra. Il faut évidemment que la thermorégulation soit extrêmement précise dans toutes les zones de la chambre. Donc ça, c'est le premier point le plus important. Le deuxième, c'est contrecarrer le plus grand ennemi de cette technologie, comme beaucoup d'autres technologies d'ailleurs, hein, je pense à l'industrie du papier ou alimentaire ou plein d'autres, c'est l'humidité. Voilà, l'humidité s'infiltre partout, 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 même dans des sachets fermés avec des poches de silicium, l'humidité s'infiltrera toujours partout. Et l'humidité a des conséquences qui peuvent être assez catastrophiques dans le domaine du dépôt de fil, puisque le fil va s'imbiber d'humidité, et lorsqu'on va le chauffer, qu'on va l'extruder, eh ben, on va apercevoir des bulles qui vont éclater sorties d'extrusion. Et donc, voilà, ça peut venir engluer la tête, etc. Donc, l'humidité était un point très important. Donc, pour ce faire, il faut essayer d'avoir un taux d'humidité. Alors, ça dépend des matériaux. Certains sont plus sensibles que d'autres. Mais le mieux, c'est inférieur à 15%.
Voilà, sachant ça, ça permet déjà d'éliminer un bon nombre de technologies ou de marques, hein, parce que comme vous le savez, le dépôt de fil étant la technologie la plus utilisée depuis toujours dans le domaine de l'impression 3D, on voit fleurir beaucoup de fabricants, de marques. Alors, des fois, ça dure pas très longtemps, des fois un peu plus, mais il faut savoir passer au-delà de la plaquette commerciale, je dirais. Donc nous, en tant qu'intégrateur depuis 20 ans dans le domaine de la fabrication additive, forcément le dépôt de fil a été et encore aujourd'hui la technologie la plus intégrée par nos services. On a fait du Stratasys pendant des années et depuis 4 ans, on, on, on recherche je dirais la relève, sachant que le marché a évolué, que les prix du coup ont baissé de par le volume de vente du dépôt de fil. Et sachant donc deux, trois éléments comme ceux que je viens de vous dire, donc certaines caractéristiques qu'on attendait, parce qu'on connaît quand même plutôt bien le dépôt de fil, c'est peu de le dire. On a étudié beaucoup de marques, beaucoup de machines, beaucoup de techno, soit à travers de la croissance externe, puisqu'on a racheté également d'autres intégrateurs qui avaient d'autres cartes au magasin, soit tout simplement chez nos clients. Quand vous avez plus de 3000 clients en France, ça permet aussi de venir voir chez un client telle ou telle marque, est-ce que ça fonctionne bien à peu près, qu'est-ce qui va pas. Et au-delà de la machine, il y a évidemment tout l'écosystème qui tourne autour de la marque. Donc en fait, pour résumer, nous, notre choix, il était basé sur un cahier des charges, qui était relativement simple. D'abord, on est aujourd'hui en 2023 à l'aube de 2024. Depuis 2020, on cherchait une technologie ouverte. Alors ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut venir mettre n'importe quelle matière première dans la machine. En matière première sous forme de fil, évidemment, mais n'importe quelle marque de matière première. Parce que le business des fabricants liés aux consommables vendus hors de prix, c'est un peu passé quand même, je dirais. Et même si beaucoup de fabricants ont espéré se créer un business comme il y a eu lieu dans le domaine de l'impression papier, force est de constater qu'au niveau de l'impression 3D, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc il nous fallait vraiment une ouverture totale de la machine sur la matière première, mais pas que, également sur la partie logicielle. Aujourd'hui, ce qu'on cherchait dans le cahier des charges, c'était également pouvoir aller trifouiller un G-code, comme on le fait dans le domaine de l'usinage, de façon à pouvoir garder un certain savoir-faire en interne à travers les équipes de nos clients. Deuxième point important, c'était une disponibilité aussi bien de la machine que du consommable, que surtout des pièces détachées au plus proche, enfin je dirais au plus loin en Europe. En France, évidemment, ça nous aurait limité à des fabricants français, mais au moins en Europe. Donc il fallait qu'on puisse très rapidement se sourcer sur des pièces détachées et pas attendre qu'une pièce détachée soit obligée de traverser l'Atlantique parce que présente aux États-Unis. L'autre point, évidemment, c'était avoir une liste très claire et détaillée des pièces détachées et non pas avoir des kits de pièces détachées comme on l'a par exemple dans le domaine automobile, ou si je reviens sur l'impression 3D, ce qui vous oblige à acheter toute une tête parce qu'il y a juste une pièce de la tête à changer. Donc ça faisait également partie de notre cahier des charges, de façon à pouvoir proposer une maintenance sur les machines, soit fait par nos services de façon facilité parce que, encore une fois, proximité et coût de la pièce détachée assez aisé, soit une maintenance faite directement par nos clients via un transfert de compétences qu'on aurait fait. Voilà, donc ça faisait partie de notre cahier des charges à l'époque. Autre chose, ce qu'on recherchait, c'était de contrecarrer les problématiques qu'on avait connues pendant 20 ans dans le domaine du dépôt de fil, à savoir notamment la matière support. On s'est tellement coupé les doigts, je pense notamment avec la matière support de l'Ultem, hyper coupante, hyper rigide, très compliquée à enlever, qu'on cherchait également, si possible, un fabricant de machines qui se pose aussi la question, comme nous, de quelle matière support je vais pouvoir proposer ou développer pour aller avec telle matière modèle. Voilà, les coûts, j'en ai déjà parlé, mais encore une fois, avoir des coûts cohérents par rapport au marché. Ce qu'on cherchait également, c'était une facilité d'utilisation, puisqu'on a quand même, on avait à l'époque, je vous parle de ça il y a 3-4 ans, quand on a commencé à rechercher le partenaire idéal, on avait quand même une base de clients Stratasys avec 3000 clients qui ne se posaient pas la question, qui faisaient fichiers imprimés. Et voilà, donc il fallait qu'on puisse retrouver ce même fonctionnement, tout en proposant, si le client le souhaitait, demain, quelque chose d'ouvert et d'entièrement paramétrable. Donc, cette facilité d'utilisation qu'on appelle en interne le click and print, qui permettait de dire je branche la machine, je prends les paramètres qui me sont fournis, je prends la matière première
qui m'est fourni et je ne me pose pas la question. Et puis, évidemment, avoir une machine et un fabricant, je vais dire, de grade industriel. Ça veut dire évidemment toutes les certifications, sans que on ne peut pas vendre sur le territoire national, mais également avoir des composants, je pense notamment aux composants de sécurité, au verrouillage de porte, etc., qui soient des composants électromécaniques, pareil, européens ou facilement accessibles. Voilà, donc ça, c'était notre cahier des charges. Encore une fois, je vous l'ai mis précédemment, on a testé beaucoup de fabricants, beaucoup de machines, et on est arrivé à l'évidence d'Intamsys. Alors, quand on a vu cette 610 arriver, donc le grand modèle chez Intamsys, bon, là, on a compris qu'on avait fait le bon choix, que ce soit au niveau des servomoteurs japonais Yaskawa qu'on retrouve dans le domaine de l'usinage, que ce soit au niveau du maintien des températures des têtes à travers les liquides de refroidissement. Évidemment, tous les brevets qui étaient connus précédemment, je pense notamment à l'isolation thermique des pièces mobiles par rapport à la chambre, la qualité de fabrication des matériaux premiers. Je vous parlais tout à l'heure, mais de toute la partie électromécanique sur les parties sécurité avec du matériel Siemens. La thermorégulation qu'on a évidemment testée avec des capteurs et avec différents clients dans les moindres coins des chambres des différentes machines. Et puis, ce fameux maintien de la matière première, de la bobine, avec une régulation hygrométrique performante. Tout ceci a été confirmé lorsque la 310 est sortie il y a peu de temps, c'était septembre, donc le modèle entrée de gamme chez Intamsys, où là aussi, ça nous a conforté dans notre choix parce qu'on est également avec un partenaire qui sait vraiment faire de la R&D. Pour preuve, je pense à ce tamis moléculaire qui permet de maintenir l'hygrométrie des bobines sans avoir recours à de l'électricité. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent demandé par nos clients, que ce soit par exemple dans un lycée où il n'y a pas de climatisation, où on éteint la machine pendant 6 mois. Donc voilà, avoir un système sans alimentation électrique pour maintenir l'hygrométrie et sans consommable, parce que le tamis est réutilisable, on le réassèche au fur et à mesure. Que ce soit au niveau de l'intégration de techno un peu plus modernes comme les têtes IDEX, donc les têtes indépendantes, et puis toute cette qualité de fabrication. Là aussi, la dernière machine sortie, la 310, nous montre bien qu'Intamsys est vraiment à fond sur la R&D au niveau des machines, et pas que. Donc derrière, on a réalisé beaucoup de pièces. Je vais laisser la parole à Manon, mais ce qui est très fort chez Intamsys, je vous le disais tout à l'heure, c'est cette partie matière support qui souvent peut être problématique, puisqu'on cherche évidemment à avoir du support qui ne soit pas la matière modèle, parce que sinon, bonjour le post-traitement, mais on cherche à avoir une matière support la plus facile possible à retirer. L'idéal, c'est évidemment du soluble, mais ce n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, ce qu'on appelle du breakable, donc du cassable assez facilement. Donc voilà, vous avez des exemples ici de matériaux. Comme on est ouvert sur tous les matériaux, on va toucher aussi bien des pics chargés carbone que des TPU, donc des matériaux souples, ou des polyamides, des PA6, des PA12. Bien, je vais laisser la parole à Manon. Manon, si tu nous entends. Ouais, merci Olivier pour l'introduction. L'idée, c'est de réinsister un petit peu sur les quelques points, éléments différenciateurs et avantages de Intem6. Pour commencer, Olivier en a parlé tout à l'heure, on travaille vraiment avec Intem6 parce qu'ils ont une force de proposition au niveau de l'écosystème complet. Que ce soit la partie logicielle, les matériaux qui sont qualifiés, bien évidemment, ils travaillent avec plusieurs chimistes qui sont très connus et reconnus sur le marché de la fabrication de filaments ou d'autres matériaux polymères. Donc, on a cette partie logicielle qui est maîtrisée. Vous avez les profils matériaux. Rémi va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Vous avez aussi, du coup, la qualification des matériaux. Donc, on vous donne accès, en fait, à une liste avec les bons paramètres d'impression de matériaux qui ont été qualifiés au préalable par Intem6 et par nous-mêmes chez CADVision. Pour chaque matériau modèle que vous souhaiteriez imprimer, on a le support dédié, en fait, directement fourni avec le matériau que vous souhaitez imprimer. Donc ça, c'est plutôt bien aussi, c'est plutôt simple. Voilà, on reste quand même sur une solution industrielle et simple d'utilisation. En termes de points qui sont importants, Olivier l'a dit tout à l'heure, mais j'aimerais réinsister dessus, ça va être tout ce qui va être coût. Donc là, on est sur la partie matériaux et support d'impression. Vous avez ici une liste exhaustive des matériaux ainsi que leur prix au kilo ou par 500 grammes en fonction des bobines. Mais voilà, on reste sur des coûts qui sont très raisonnables, euh, contrairement à d'autres systèmes qu'on pourrait trouver sur le marché. Autre avantage, tant qu'on est dans les matériaux, ça va être la partie support. On n'utilise pas
ou peu. Ça peut arriver sur un ou deux matériaux haute performance, mais sinon on utilise soit des supports d'impression qui sont cassables à la main, soit des supports d'impression qui sont solubles à l'eau. D'accord? Donc, on limite encore une fois les composants chimiques qu'on pourrait trouver sur d'autres partenaires ou d'autres technologies pour le retrait des supports. Ouais, Donc voilà. tout à fait, Manon. Et oui, j'insiste, à l'eau pure, hein, d'accord? Il y a pas de Oui. consommable non plus avec l'eau, comme on peut le voir. Manon, on va en profiter que tu aies la parole. Je vais te mettre en plein écran si tu peux nous montrer un petit peu les machines. On va revenir après sur le PowerPoint. Ouais. Dis-moi quand c'est bon. C'est bon. Ok. Donc du coup ici on a la 310 qui est livrée en fait avec son cabinet, son meuble, ainsi que la partie stockage, je dirais, des bobines de filament. D'accord? Donc là, vous avez en fait l'équipement global sur cette machine-là. Donc, je le rappelle, nouveauté de fin d'année chez Intem 6. Globalement, on commence avec cette première imprimante qui a quand même un volume d'impression. Si vous travaillez avec les deux têtes, qui est assez généreux, on est 260 par 260 par 260. Donc, ça reste plutôt raisonnable. Toutes les machines Intem 6, même celles-ci, sont constituées de la même façon. Alors, nous, on a enlevé les têtes parce qu'on a déménagé la machine, mais vous doutez bien que ici, c'est leur emplacement. Donc voilà, on a une accessibilité en fait toujours par le capot supérieur à l'ensemble en fait des parties de l'imprimante. Donc ça, c'est la 310, donc nouveauté et la machine la plus restreinte en termes de volume d'impression et de matériaux. Je m'excuse au préalable, c'est un petit peu le bazar en cette fin d'année parce que on a tous vendu dans nos showrooms respectifs nos machines. Du coup, voilà, c'est un petit peu en stand-by comme ça. L'idée, donc là, c'est de vous montrer donc la 410, la grande sœur de la machine que je viens de vous montrer juste ici. Donc là, en fait, on est sur le même système. Simplement, on a un volume de fabrication qui est plus important. On a aussi des caractéristiques techniques qui vont un petit peu plus loin. Et on a le stockage des filaments et des bobines qui se fait directement dans l'enceinte de l'imprimante, juste ici. Autre machine, c'est la 610 de chez Intem 6. Donc là, on est sur une taille de machine qui est beaucoup plus grande, mais on a aussi la capacité, au vu de ses caractéristiques techniques et de ses montées en température, d'imprimer des matériaux haute performance. Voilà, quand je parle de matériaux haute performance, je pense au PIC, au PEC et à l'ITEM. Tout se passe très bien avec cette imprimante. Donc, je vais juste vous montrer l'interface ici et ouvrir pour que vous puissiez voir le volume de fabrication. Alors l'ensemble de cette imprimante est assez minimaliste, je dirais, mais comme on monte très haut en température, vous, vous doutez bien que voilà, il faut limiter les composants internes à la chambre de chauffe. Voilà, tout est en acier. Vous avez la partie ventilation qui va se faire en fait par rapport au plateau supérieur. Vous avez la partie purge, nettoyage, poubelle ici. Et là, en fait, on voit nos deux buses. Les têtes sont enclavées dans un carter en acier aussi. Et les bobines, Manon, le magasin? Hop. Alors, les bobines sur cette machine-là se trouvent sur le côté. On en a quatre distincts. Après, libre choix au client de les utiliser. Alors, soit trois magasins avec du matériau modèle, un pour le support. Enfin, voilà, c'est assez maniable. On fait du click and print avec Intem 6, mais on est quand même flexible et pas bloqué, en fait, avec des paramètres totalement propriétaires. Donc là, on le voit. Ça, c'est le premier magasin où on a notre matériau modèle. Mais après, libre à chacun de choisir ses emplacements. Donc, sachant qu'on met deux bobines par magasin, on a quatre magasins, je vous laisse faire le calcul, mais on a donc une capacité de production en continu, surtout avec l'électronique qui est intégrée et qui permet de recharger pendant la production les différents magasins. C'est ça. Ok, super, merci beaucoup Manon. Je vais revenir sur le slide. Alors, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. En effet, vous avez un bouton Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Euh, Alors, on nous demande les dimensions d'impression. Donc, du coup, si vous avez le slide, je vais revenir un petit peu en arrière pour y répondre tout de suite. Donc, vous avez les dimensions d'impression ici. Alors, on n'a pas parlé de la HT. Vous avez dû la voir dans le showroom avec Manon, la petite HT. Vous avez vu la 310, la 410, la 610. Donc, vous avez ici les volumes de production possibles. Hop, on y reviendra encore une fois si vous le souhaitez.
Donc, vous l'aurez compris, l'intérêt d'Intamsys, c'est qu'on a un retour sur investissement extrêmement rapide parce que le matériel est peu onéreux, parce que la matière première est peu onéreuse, on est sur les prix du marché, parce qu'on est capable de faire du click and print, donc de produire dès la réception de la machine et d'aller plus loin demain avec d'autres matériaux existants ou à venir. Parce que voilà, l'industrie, comme le disait Manon tout à l'heure, des chimistes, développe également des nouveaux matériaux. Et Intamsys a des partenariats avec tout le monde. Des Solvay, des Victrex, des 3DXTech, etc. Le développement interne donc, qui fait la force de ce fabricant et les différentes mises à jour également qu'on peut avoir. Je pense à la partie logicielle, mais on va y revenir avec Rémi dans quelques secondes. Juste avant, je vais laisser la parole encore une fois à Manon et aussi à Stéphanie pour nous parler peut-être de deux, trois clients qui utilisent déjà les technologies Intamsys. Manon, John Deere, je crois que c'est chez toi. Oui, merci Olivier. Donc là, c'est un exemple type d'un client équipé en fait historiquement avec nos machines Stratasys, toujours sur du dépôt de fil fondu. Donc là, on avait en fait on va dire dans le cahier des charges, une petite complication, c'est que John Deere souhaitait imprimer uniquement des pièces tubulaires en TPU. Le TPU, pour ceux qui connaissent un peu le matériau et le FDM, c'est jamais simple, on va dire. Donc, ils ont fait l'acquisition de la 410, donc le modèle, on va dire, intermédiaire chez Intemsys, pour imprimer ces pièces qui sont quand même assez grandes, assez complexes en termes de géométrie. Et du coup, ils impriment 80% de leurs pièces en TPU. Et ils sont très satisfaits voilà, des retours sur la machine. Ce qui nous permet en fait d'imprimer le TPU, c'est surtout en fait ce qu'Olivier disait tout à l'heure, mais je réinsiste encore une fois sur le fait qu'on arrive à maintenir en fait une chambre à une température idéale dans l'enceinte entièrement via des capteurs, etc. Et puis, Euh, puis sur le TPU, pardon, je te coupe, mais là, la matière support, elle est encore plus importante parce que oui. avoir du support en TPU, c'est juste impossible. Autre cas client, c'est General Electric. Alors eux, ils tournent en fait en production avec une 410, donc on est sur un autre cas d'application un petit peu différent. Ils tournent principalement donc avec de l'ABS, flamme retardant, vous en doutez, puisqu'ils sont dans le domaine électrique. Donc eux, ils tournent en production sur la 410 et on a une très bonne répétabilité en fait sur leurs pièces, que ce soit en termes de différentiel dimensionnel ou en termes d'erreurs potentielles. Voilà. C'est toujours répétable sur les machines Intem 6 et ça, c'est plutôt bien quand un client industriel veut travailler en petite production. Ok, Volvo, je crois que c'est toi, Stéphanie. Oui, tout à fait. Effectivement, Volvo fait partie de nos clients historiques qui nous a fait confiance dès qu'on a pu ouvrir et proposer des systèmes Intem 6 avec capacité d'avoir un moyen de production très performant, répétable, comme on l'a dit précédemment, de conserver un mode d'utilisation click and print, parce que quand on est dans une usine d'assemblage moteur et qu'on doit imprimer des dizaines d'outillages par semaine, il faut que ça débite. Et à la fois, Volvo cherchait une ouverture matière pour justement aller vers des pièces qui soient à la fois résistantes, des pièces donc aussi bien en polycarbonate, des pièces en TPU, des pièces qui résistent à la température, mais toujours avec la simplicité, l'efficacité et encore une fois une machine simple à utiliser, simple à maintenir et avec des coûts de production largement diminués avec tout ce que Olivier a présenté en termes aussi de coûts consommés. Ensuite, un autre de nos clients, donc dans l'aéronautique cette fois, Thales Alenia Space à Toulouse, qui a investi également donc dans la 410 pour travailler des matériaux comme le PIC, donc ne s'imprimait pas jusque-là sur d'autres systèmes. Il faut savoir que tous nos clients ont largement aussi éprouvé des tests sur tout un tas de marques de petites machines et la capacité d'imprimer soit en volume, soit des matières techniques ou très techniques ici comme le PIC, Intam 6 était le seul à pouvoir répondre à l'ensemble des critères. Ouais, preuve en est, il vient de racheter une 310 en plus. Tout à fait.
Donc là, on a parlé d'industriel. Là, on est chez IPC, donc un centre d'innovation qui est beaucoup en contact avec pas mal de nos clients industriels et qui historiquement avait testé et challengé les gros acteurs du marché. Donc là, on a mis en liste la Intamsys 610 face aux mastodontes d'autres du marché. Et clairement, on n'est pas peu fiers d'avoir pu remporter le tiercé, on va dire, puisque en face du calendrier qui était d'imprimer des pièces, encore une fois, en pic, en ultime, eh bien, la qualité des pièces, la répétabilité, la précision sur des pièces grand volume, matière haute performance, clairement, l'Intamsys 610 est arrivé en tête du classement devant d'autres machines, entre autres de chez Stratasys. Ouais, sur beaucoup de ces clients, vous retrouverez des webinars sur notre chaîne YouTube, notamment IPC, donc qui compare ici deux pièces en Ultem, faites chez un fabricant historique et sur la 610, et on voit bien la différence de qualité sur la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et enfin, un autre client, donc là, un profil, tout autre profil, la société Paris, donc société d'usinage qui nous a fait confiance pour son premier investissement et pas des moindres, donc en impression 3D. Donc, la société Paris a également fait le choix de l'Intamsys 610 pour diversifier son activité et mettre à son arc donc l'impression 3D, encore une fois, de matière grande, de haute performance sur des grandes dimensions. Et la société Paris, aujourd'hui, est un excellent relais pour nous, pour des clients qui souhaitent démarrer à investiguer sur l'impression 3D en faisant quelques pièces et puis rapidement en investissant. Donc, on peut dire que la société Paris est aujourd'hui non seulement un client, mais également un partenaire de confiance. C'est pareil, vous pourrez retrouver des témoignages très, très éloquents. Et on vous invite à les suivre et venir vers nous si vous avez des projets assez particuliers. Monsieur Paris saura, en accompagnement avec Vision, toujours trouver une solution approfondie à vos moutons à 5 pattes. Super, merci Stéphanie. Donc, vous avez déjà commencé à poser pas mal de questions. J'ai vu, Vincent, que tu avais répondu au fur et à mesure. Des questions intéressantes sur des équivalents matériaux, notamment une personne qui demandait l'équivalent de l'ABS Stratasys. Donc, on a plusieurs ABS, hein, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans la grille des matériaux. Et avec toujours des matériaux support hyper performants. Quand je dis hyper performants, c'est pour pas dire plus performants que ce que vous connaissez, pour les avoir utilisés aussi personnellement précédemment. Euh, on va, hum, on va essayer de vous montrer la nouvelle interface du logiciel. Donc, comme on vous l'a dit, Intamsys, c'est entièrement ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez très bien piloter les machines avec du Simplify, avec du Cura. Vous pouvez très bien rééditer votre G-code, etc. Néanmoins, Intamsys ne s'arrête pas là. Et je l'ai dit, je le redis, ils sont très, très forts en R&D. Preuve en est, donc ils ont sorti il y a 3 semaines une nouvelle version de leur logiciel de pilotage machine qui s'appelait IntamSuite et qui s'appelle IntamSuite Neo. Aujourd'hui, les deux versions évoluent en parallèle. IntamSuite Neo est sur une base Cura, génère toujours du G-code, c'est toujours hyper ouvert. Mais enfin, nous qui connaissons les logiciels de pilotage, encore une fois, on va parler comme des vieux depuis plus de 20 ans, c'est assez hallucinant en termes de performance, donc rapidité de calcul, rapidité d'affichage 3D, visualisation. Vous pouvez visualiser très facilement toutes les parois externes, internes, supports, etc. Et vous pouvez même recomparer différentes simulations que vous aurez fait, des études, etc. Mais Rémi, si tu es là, est-ce que tu peux nous montrer ça? Oui, je suis là. Tu m'entends? Super, je t'entends. Bon, c'est parfait. Et est-ce que tu peux partager ton écran? Il faut que tu m'autorises le partage. C'est marrant. Hop, tu dois pouvoir maintenant. C'est parti. Super. Alors, donc pour la partie IntamSuite, IntamSuite Neo, c'est un logiciel qui a été développé depuis 2 ans, hein, en arrière-plan de la solution qui était précédemment utilisée, où on avait des versions d'IntamSuite qui étaient basées sur Cura, qui étaient aménagées spécifiquement pour les machines Intam 6. Neo, c'est vraiment une autre philosophie. On est toujours sur un moteur Cura,
Par contre, derrière, on va avoir beaucoup plus de facilité à travailler en mode projet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des simulations de plateau avec différentes études, différentes possibilités, sans avoir à fermer ou réouvrir un fichier, en fait. Donc ça, c'est vraiment le grand changement. Ce qu'on va retrouver aussi, on va retrouver toute notre bibliothèque matériaux. Donc là, je vais commencer à démarrer un projet. Alors, on va retrouver au niveau de l'environnement machine. Ici, on va retrouver ce qu'on va appeler les études qui sont générées. Donc, je peux ajouter autant d'études que je veux. Donc, je vais retrouver rapidement tout de suite mes informations à la configuration initiale de la machine. Donc, mon extrudeur 1, le matériau, c'est le polycarbonate. Là, je vais avoir le support IPS. Je peux avoir bien sûr des bus différentes pour modeler les supports, si j'ai envie. Et là, j'ai le profil qui a été utilisé la dernière fois. Je peux ajouter un modèle. Alors, je vais ajouter un modèle, celui-ci. Je vais lui définir une orientation. Hop, orientation par face. Sélectionne mon plan. Et voilà. Et tout de suite, bah déjà, si je suis OK avec mes matériaux, si je suis OK avec mon polycarbonate, mon support qui est du Gips, je peux tout de suite lancer, si je veux, mon slicing. Là, je vais juste, pour l'exercice, je vais changer, je vais mettre ma pièce en ABS, je vais changer de couleur. Je fais toujours avec le matériau Gips, parce que c'est le matériau support qui est conseillé. Après, si j'ai un autre matériau support que je veux tester ou essayer, je peux très bien. J'ai totalement la main pour essayer des matériaux propriétaires ou non. Et à partir de là, bah, je peux lancer. Alors, si je peux vérifier mon profil, voilà, donc là, je vais mettre 0,2 mm en hauteur de couche. Profil par défaut, standard. Je vais le mettre à 0,25. Allez, c'est parti. Je découpe. Donc voilà, ça c'est mon premier résultat. Alors on voit qu'il y a des choses qui sont optimisées, hein, comme par exemple, j'ai de la matière support dans l'équipage. Ça, on va éviter. Ça évitera du parachèvement. Par contre, l'ensemble de la matière que j'ai ici sur le côté, la matière support, c'est plutôt cohérent. Alors bien sûr, je peux faire aussi une autre simulation. Je le ferai après. Je vais cliquer la pièce dans l'autre sens. Ce que je peux visualiser ici directement, ben, c'est que j'ai un coût de la pièce finale, temps de fabrication, coût de la pièce finale, ma consommation de matériaux. Donc ça, bien sûr, bah, ça, c'est les paramètres que vous allez renseigner dans le logiciel en fonction bah, de vos prix d'achat, si vous utilisez des matériaux Intem 6 ou pas. Je vais retrouver les mêmes modes de visualisation hein, que sur Cura, donc soit par type d'élément. Si je veux visualiser par extrudeur, donc là, je vais savoir quel extrudeur fait quoi. Donc là, on va s'apercevoir que en orange, on a l'extrudeur de support hein, qui travaille. En bleu, c'est de l'ABS. Alors ici, on va monter de l'ABS en matière support, mais juste à l'intérieur. Et après, on va avoir une interface en support IPS. On peut très bien tout monter en IPS. En fait, ça va dépendre vraiment des options de fabrication qu'on va vouloir déterminer en fonction de... Ça va être des compromis qu'on va devoir déterminer en fonction du temps de compression et puis aussi du coût de fabrication. Alors là, maintenant, oui, j'ai aussi une répartition des temps hein, de toutes mes, comment dire, de tous mes éléments. Voilà, les murs extérieurs, les murs intérieurs, le remplissage, l'impression des supports. Voilà. Je peux retrouver plein de choses, hein, la vitesse des ventilateurs. Je peux voir aussi la hauteur de couche. Alors, hauteur de couche, elle va servir notamment si on travaille avec des fonctions de hauteur de couche adaptative. Ça peut être utilisé. Je vais rester en ligne. Là, l'objectif, ça va être de supprimer le support à l'intérieur du filetage sans supprimer le support de partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On a plusieurs options. C'est soit on peut travailler sur l'angle d'autosupport, ou on peut travailler aussi avec ce qu'on appelle des supports bloqueurs qui ont été implémentés sur ce logiciel. Donc, je vais revenir sur ma préparation de fichier. Donc là, on a un menu déroulant chaque fois qui nous permet à chaque fois de passer directement en mode prévisualisation, préparer. On verra qu'il y a aussi un menu qui permet de comparer. Donc ça, c'est ce qui nous permettra de comparer les études. On va le voir juste après. Et après, le menu impression qui nous va nous amener sur une page d'impression, de pilotage à distance d'impression. Alors, ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'option support. Je vais afficher bah, les surfaces qui ont besoin de support. Donc là, on les voit en rouge. Et là, je vais mettre ce qu'on appelle un bloqueur de support. Alors, ça dépend de la taille. Normalement, tout dépend, mais souvent, il s'adapte ou pas. Là, c'est le cas que j'ai fait correctement. Voilà.
Donc ça, c'est en fait, c'est un volume de support, c'est un volume d'épargne. Alors tout dépend de la géométrie. Là, c'est une géométrie un peu bizarre parce que j'ai des surfaces qui sont des surfaces qui sont jointives. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire en dimension. Et alors, on a vu, Rémi, que tu pouvais directement sélectionner ta fonction filetage également. Donc, l'interface reconnaît les Oui, différentes. elle a reconnu. Ouais. Alors le problème, c'est qu'ici, le filetage, en fait, pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, le filetage, il est en contact avec la surface du dessous, donc du coup, il me fait un gros pavé. Mais hop, je fais ça, grossir un peu. Après, je peux jouer bien sûr sur l'angle d'auto-support, hein. On va voir les deux fonctions se valent. Ok, on ouvre une pièce. Après, mon volume, si je veux vraiment déterminer bah, à telle hauteur de couche, je ne veux pas de support, je peux très bien le faire aussi. C'est-à-dire que, on en parlait hier en réunion. Si d'une hauteur de couche donnée, en fait, ce volume-là, je peux totalement le piloter comme je veux, en fait. Donc ça, c'est plutôt le truc intéressant. Je peux le piloter en translation, en dimension, en rotation. Je vais refaire une découpe. Hop. Alors, je ne vais peut-être pas bien dimensionner. On va voir comment ça passe. Il y aura peut-être un morceau de support sur le côté. On va voir. Ouais. Hop. Il ne manquait pas grand-chose. Il manque quelques millimètres. Mais en fait, c'est pour vous montrer vraiment la puissance du système et la précision du coup. Voilà. Mon bloc de support, je ne l'ai pas déterminé exactement la bonne taille. Donc, c'est-à-dire qu'il se permet quand même de mettre du support ici, dans cette zone. Donc, ça peut jouer des fois à quelques millimètres près, suivant l'optimisation que vous avez besoin. Et ça peut être intéressant. Je peux refaire, si je veux, je vais refaire une autre étude de la même pièce. Hop, bah, je reviens ici en mode préparé. Je fais une nouvelle étude. Cette étude-là, je vais pas mettre de support bloqueur. Et ce que je vais faire, c'est que pour l'exercice, je vais tourner la pièce de 180 degrés. Voilà. Et donc, je vais aller voir aussi tout ce qui va être les réglages. Alors, comme dans Cura, vous avez vous allez retrouver exactement les mêmes réglages. Alors, volontairement, le fabricant a retiré les réglages qui n'étaient pas type application industrielle. Vous allez retrouver vraiment les réglages qui vous permettent d'avoir un effet bénéfique pour votre pièce et donc tout ce qui peut être réglage un peu expérimentaux ou ça sera désactivé parce qu'il n'y a pas, ça n'a pas de sens en fait pour les applications industrielles. Alors, il y a quelques réglages expérimentaux qui ont été qui ont été upgradés, qui ont vraiment du sens par rapport aux applications industrielles, donc ils sont directement intégrés dans les fonctions. Donc, contrairement à Cura, en fait, ici, il y a des sous-menus qui nous permettent d'accéder directement aux paramètres. Donc là, par exemple, je vais modifier l'angle d'auto-support. Donc, je vais dans adhésion support, support structure. Donc là, je vois que alors là, j'ai différentes options. Ce que je vais faire, alors là, c'est un support qui est quand même en contact avec le plateau. Hop, je vais vous mettre 70 degrés ici. OK. Voilà, je découpe ma pièce. Alors, du coup, il met très, très peu de support pour la partie ici, mais c'est normal, hein, c'est la phase du membrane qui en appuie directement sur le radeau. Donc voilà, là, j'ai fait mon optimisation. Maintenant, si je veux comparer cette étude avec l'étude précédente, je fais comparer. Et donc là, bah, j'ai mes deux études. Alors, si j'avais trois études, bah, ici, je peux sélectionner, ici, je vais pouvoir sélectionner l'étude que je veux visualiser. Après, je peux très bien visualiser deux fois la même étude, si je veux, mais avec des paramètres aussi différents. C'est-à-dire que là, je vois les lignes, mais si je veux visualiser, hop, ouais, on ne le fait pas comme ça. Donc là, c'est vraiment mes deux études qui sont simulées. Et donc, on s'aperçoit directement, on peut comparer le temps de fabrication.
Donc, les solutions, euh, le coût des matériaux, donc c'est très très faible, hein. On est sur 1 euro pièce, hein, donc c'est vraiment ridicule. Et puis, on peut découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, si je veux préparer plusieurs pièces sur mon plateau, je peux le faire. C'est-à-dire que j'ai cette pièce-là, mais je peux très bien ajouter pas une nouvelle dessus, là. Voilà. Alors, excusez-moi pour la sonnette, je suis dans un lycée, donc hop. Donc, je peux très bien travailler avec ma pièce sur mon plateau. Zéro couche sur le dessus. Et je vais lui mettre aussi un remplissage un peu différent. Je vais lui mettre un remplissage en gyroïde. Comme ça, on verra bien la différence. Voilà. Je découpe. Voilà. Donc là, ben voilà, j'ai vraiment tous mes paramètres sont identiques entre les deux pièces, sauf sur cette pièce-là où j'ai pas mis de surface au-dessus et je n'ai pas mis j'ai mis un remplissage en gyroïde. Sinon, tous les autres paramètres sont communs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder des études avec des pièces différents paramétrages entre les pièces. On va pouvoir sauvegarder un projet qui va comporter plusieurs études. Donc, au fil du temps, si vous aboutissez, par exemple, vous lancez un plateau de pièces avec, par défaut, un réglage standard, et puis au fil du temps, vous optimisez. Soit d'un côté, sur certaines pièces, vous allez vouloir gagner du temps, soit d'un autre côté, sur certaines pièces, vous allez vouloir augmenter la rigidité ou les performances mécaniques. Et donc, vous mettrez plus de densité de remplissage ou plus de lieu contour, suivant vos préférences. Ok, super, merci Ouais. beaucoup, Tommy. Bon, là, on a montré qu'une infime partie. Il y a Ouais, il n'y a qu'une infime partie, on peut montrer tout ce qui est matériaux et tout, mais on va Ouais, dépasser. ouais. On a aussi tout ce qui est positionnement automatique, les différents conseils qui sont donnés par le software. Oui, Voilà, c'est relativement puissant. Ok, encore une fois, si vous avez des questions, il vous reste plus que quelques secondes. On reste dans les temps des 45 minutes pour poser vos questions. N'hésitez pas, on y répond au fur et à mesure. Donc, vous l'avez vu, un nouveau logiciel. L'ancien est également toujours d'actualité. Et encore une fois, vous pouvez aussi utiliser d'autres softwares pour piloter ces machines. Et ce que vous avez entreaperçu tout à l'heure, donc la reconnaissance de fonctions dynamiques que vous voyez ici à l'écran, qui est également extrêmement puissante. Si vous voulez, par exemple, virer du support directement dans des perçages, ça prend vraiment que quelques secondes, sans forcément aller prendre une boîte englobante. Je vous réaffiche, c'était l'une des questions tout à l'heure au niveau des dimensions de production. Vous avez également les dimensions des machines, les poids, etc. Ici, sur les trois machines phares. Encore une fois, on n'a pas mis la petite HT, mais qui peut également avoir son intérêt en monotête si on veut venir faire du PIC et du PEC. On avait tout à l'heure une question sur quelle machine peut faire du PEI. Bah, toutes. Et toutes les machines sont ouvertes de la même façon. La seule limitation que vous avez, c'est la 310 qui n'ira pas sur les matériaux haute température, donc Ultem, PIC et PEC. Mais sinon, toutes les autres machines font absolument tous les matériaux existants aujourd'hui et demain. Voilà, donc plus que 3 secondes pour poser vos questions, sinon j'enchaîne. On propose, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, plus de 20 ans dans le domaine, plus de 3000 machines en France, on propose une reprise, alors j'ai mis entre guillemets commerciale, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé le dire. Euh, En tout cas, notre partenaire ne souhaite pas qu'on le dise, mais on vous laisse la machine, parce que voilà, aujourd'hui, ça nous coûte encore plus cher de la récupérer et de la recycler. Donc, on vous laisse votre machine, mais une reprise commerciale, quelle que soit la marque de la machine que vous avez. Donc, sur les modèles, pour l'achat de modèles HT 410 et 610 qu'on vous a montré précédemment. Voilà, si pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On vous remercie pour votre dispo. Encore une fois, vous retrouverez ce webinaire et les 20 autres webinaires de l'année sur notre chaîne YouTube, Cadvision France, et également sur notre site internet euh, dans la rubrique événements, où on liste justement tous les webinaires par date. Vous retrouverez les témoignages clients de Paris, de IPC, de Volvo Truck sur cette technologie des pots de fil notamment.
Et puis évidemment, si d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone, le numéro est affiché ici, ou sur l'adresse générique info@cadvision.fr. Voilà, je remercie mes collègues pour leur présence active sur ces différentes présentations. On reste à votre disposition. Et vu que c'était le dernier webinaire, on vous souhaite une très bonne fin d'année à tous. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup.